arrivé au Rent, je leur ai mis dans la présentation, attention, il y a un nouveau métier qui va se développer, c'est le conseil en stratégie résidentielle. Vous passez à côté des attentes des gens. Vous rendez hyper confortable l'acte d'achat, l'accès à plein de data, mais qui ne sont pas les data les plus pertinentes. Et donc les attentes des gens, la défiance, elle concerne aussi le monde de l'immobilier, elle ne concerne pas que les politiques. Voilà. Quand j'ai rencontré François, l'une de ses premières phrases, c'était de dire tous ceux qui exploitent de la data, dès qu'ils rajoutent du marketing, ils enlèvent de la data pour que ça les arrange. Sur Internet, on est aussi en concurrence avec des gens qui nous expliquent qu'il faut aller investir sur des villes où peut-être il fait bon vivre, mais peut-être où la tension locative ou le fait de sortir de ton opération à un moment donné. Si j'investis dans une ville de 5000 habitants où il y a 50 transactions par an, tu vas avoir du mal à revendre. Nous, à Tours, il est question d'une deuxième ligne de tramway, par exemple. Les acteurs locaux des promoteurs immobiliers sont déjà sur le coup depuis des années. Ils établissent des hypothèses. Voilà, c'est déjà... On sait que tel quartier va prendre de la valeur, l'arrêt va être ici. C'est des négociations qui sont en permanence. Pouvoir accéder à cette information de l'extérieur, c'est un coup d'avance qui est important. Un endroit où il fait bon vivre, c'est aussi un endroit où il fait bon investir. Moi, je dis toujours, tout ce qui se loue bien se revend bien. C'est une très forte demande locative, tu as une très forte demande sur la transaction. J'ai pas d'exemple de ville en France sur lequel je vais avoir un gros bassin locatif qui n'est pas un gros bassin de transactions. Bonjour à tous, bonjour François. Bonjour. Bonjour Pierre-Emmanuel. Salut Jules. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut apporter avec de la data un investissement un petit peu différent, une vision différente de notre investissement avec toi François. Pierre-Emmanuel, on ne te présente plus, on te connaît déjà. François, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, expliquer ton parcours et après on parlera de où vivre ? Oui, donc je m'appelle François, j'ai 44 ans. Je dirige depuis une douzaine d'années un bureau d'études en géomatique, donc, qui est spécialisé dans le déploiement, la gérance en fait, d'outils de web mapping. Donc, c'est des outils de cartographie en ligne, d'aide à la décision et de faisabilité environnementale dans une dimension vraiment réglementaire. Donc on est au carrefour entre des producteurs de matériaux, le monde du BTP et les instances de contrôle que sont les DREAL. Et donc, on a plusieurs choix de développement dans une boîte. On peut s'agrandir, on peut partir sur de nouveaux marchés, mais moi j'avais envie de revenir un petit peu à quelque chose qui me tient à cœur, c'est la data et la stratégie résidentielle. Pourquoi les gens habitent à tel ou tel endroit. C'est ça qui m'intéresse au fond. Du coup, on a déployé ce projet qui s'appelle Où vivre, qu'on a démarré en 2020, tout doucement. On a sorti la carte en 2023. Et donc, aujourd'hui, on a une trentaine de milliers de visiteurs par an. On a des inscrits, on a des bons retours. Et voilà, c'est une belle aventure. L'idée de Où vivre, donc, c'est de revenir à tes premières amours, justement cette exploitation de data. C'est destiné à qui ou c'est pour qui ou c'est quoi l'objectif justement d'Où vivre ? Alors en fait, on a aujourd'hui des stratégies résidentielles qui sont selon moi limitées dans le paysage informationnel qu'on peut avoir. Quand on veut aujourd'hui réfléchir à déménager quelque part, alors il faut déjà se dire est-ce qu'on a le choix ? Aujourd'hui, on a à peu près 10% des Français qui changent de domicile chaque année. On change de domicile en moyenne 4,6 fois dans nos vies. Donc on est confronté à ce sujet-là plusieurs fois dans nos vies. Effectivement, sur ces quelques millions qui changent de domicile chaque année, beaucoup n'ont pas le choix. Les gens qui héritent de quelque part, les étudiants qui vont absolument dans cette ville parce qu'ils n'ont pas le choix, etc. Mais pour ceux qui ont le choix, je trouve vraiment dommage de se limiter à mettre des alertes sur des sites immobiliers parce qu'il y a toute une réflexion en amont sur la question du où vivre. Et cette réflexion-là, elle est pas suffisamment... C'est du temps de cerveau disponible non utilisé aussi. Et c'est, je pense, intéressant de parler aux gens dans ces moments-là qui sont des moments intimes, des moments familiaux, des moments de réflexion stratégique, des moments individuels, voire individualistes aussi. On peut partager des causes, mais quand il s'agit de revenir chez soi, c'est important.
les causes existent moins. On est vraiment chez soi pour sa propre stratégie. Et aujourd'hui, les grands acteurs en fait, de ce marché, on va dire, du où vivre, il y en a trois. C'est le monde de l'immobilier, des promoteurs. C'est le monde des territoires qui cherche à accueillir, à faire venir en fait, plus d'habitants. Et c'est l'État qui apporte de l'information. Le problème du monde de l'immobilier, du monde des territoires, ils ont un problème presque existentiel, c'est qu'ils développent énormément de data pour donner envie d'acheter ou d'aller habiter à tel ou tel endroit, mais ils sont limités sur l'objectivité. Ils ne vont pas forcément aller parler de ce qui préoccupe réellement les gens. Aujourd'hui, concrètement, on parle de changement climatique, on parle de pesticides, on parle de qualité de l'eau du robinet. Et c'est des choses qu'on ne voit pas du tout dans ces approches-là. Donc l'idée d'où vivre, c'est de pouvoir extraire de la data pure que les gens vont pouvoir après utiliser, et pas de la data qu'on pourrait mettre au sens de la vente ou au sens du marketing, c'est ça? Exactement. Le marketing est décorrélé des préoccupations en fait, des gens. Or, et alors on peut se dire, peut-être que l'État, quand j'achète une maison, j'ai mon dossier IAL qui va m'informer correctement sur tous les risques ou en tout cas les préoccupations. Ce n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, si on prend la question des zones inondables, on n'a qu'un tiers des communes qui ont un PPRI approuvé, un plan de prévention du risque inondation. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple des communes du Nord qui ont été inondées l'an dernier, on a croisé donc, les zones réellement inondées, les achats sur la DVF des 3 dernières années, on voit que c'est des achats primo-accédants, 500, 800 euros le mètre carré. C'est de la résidence principale, c'est des gens qui sont aujourd'hui inondés, qui ne peuvent plus revendre, ne pourront plus assurer, et qui subissent le sinistre. Et ces gens-là, il y a un petit côté un peu scandaleux, c'est qu'ils n'ont pas été informés officiellement, proprement, de l'inondabilité du secteur, précisément, alors qu'on aurait tout à fait les possibilités de les informer. Et c'est ce qu'on fait sur Où Vivre. Et donc, Où Vivre, les données sont à destination justement du futur acheteur, ou ils sont à destination de la personne qui va accompagner l'acheteur? C'est quoi votre stratégie là-dessus? Les deux. Les deux? Les deux. Alors, on priorise, nous, on aimerait garder ce fil rouge de l'individu, du citoyen, de l'habitant, tout simplement. Parce que c'est une manière pour nous aussi de ne pas être compromis, de ne pas être rattrapé, de pas être... On veut le prendre à témoin et on veut que ce soit lui qui vienne ensuite s'adresser aux différents acteurs de ce système. Ouais, parce qu'on verra qu'après, il a aussi le choix de choisir justement la data qui lui l'intéresse et qui le préoccupe. Exactement. Alors, en fait, on a Où Vivre, c'est plusieurs choses. C'est une data cartographiée, mise à jour, à usage individuel, donc avec de la donnée très fine, infracommunale, on explose les limites administratives au maximum. On est sur 8 thématiques qui correspondent vraiment aux attentes: climat, pollution, risque, environnement, ou acheter dans un bon environnement, paysage, accès aux services, emploi, où est-ce que je vais trouver du travail, où est-ce que je vais pouvoir créer ma boîte, où est-ce que je vais pouvoir télétravailler. Et à la fin, on a vraiment la question du passage à l'action, que ce soit en achat, en location, en construction, ou même pour vivre autrement. On a aujourd'hui des gens qui veulent vivre en colocation, qui développent des nouvelles stratégies pour vivre différemment sans entrer dans le marché forcément de l'achat. On a ça. On a 2 outils. Un outil qui permet de compiler en fait ces critères. Donc en fait les migrations, le choix c'est toujours des facteurs push et des facteurs pull. Et on est toujours dans cet entre-deux. Et donc cet outil-là, il permet de dire je veux exclure toutes les zones inondables, par exemple. Je veux être à plus de 10 km d'une usine Céveso seuil haut type Lubrizol. Et en même temps, je veux être à moins de 15 minutes à vélo d'une gare. Et j'affiche sur ma carte de France, instantanément, toutes les zones compatibles avec ce besoin-là. Voilà. Et l'autre outil, c'est je veux comparer 2 biens, mais je veux me placer dans l'espace vécu, à pied, à vélo ou en voiture, en 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, pour dire à quoi j'accède, non seulement géographiquement comme espace, mais à l'intérieur de ces géographies qui sont uniques. Dans mon périmètre. À chaque bien, combien de crèches, combien d'écoles, combien de pharmacies,
combien de médecins, combien d'habitants, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de comparer de manière très objective des biens immobiliers. Où vivre, c'est aussi un livre qu'on est en train de finaliser, qui reprend le pourquoi du comment on va choisir telle ou telle thématique, comment on aborde en fait les choses, parce que c'est des sujets de réflexion derrière. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de partir du côté faire une application et ensuite écrire un livre. Un livre Souvent, ça va dans l'autre sens. Ouais. Et on échange avec des chercheurs là-dessus. Enfin, c'est vraiment un truc... Et voilà. le livre, parce que la data, je suppose qu'elle évolue, on en parlera après de justement comment est-ce que vous trouvez cette data, comment est-ce que vous la sourcez, de mettre ça noir sur blanc sur un livre, quelque chose de figé, c'est quoi l'intérêt ? Justement, l'intérêt, c'est que la réflexion du choix des thématiques, elle ne va pas changer demain. S'intéresser à tel sujet, ça ne changera pas demain. Et le livre, en plus, il est prévu pour être interactif, c'est-à-dire on a un QR code sur chaque carte qui permet d'accéder non seulement à la carte à jour et en même temps directement de pouvoir la croiser avec d'autres données. Voilà. Et donc pour appuyer notre approche, on a aussi une thèse en cours, Oriane Schell qui est dans l'équipe et qui met à jour les datas, qui fait une thèse CIFRE sur le sujet des migrations. Des migrations liées aux zones inondables, avec l'UMR Espace qui est à Avignon, donc des chercheurs à la pointe sur cette question des zones inondables, avec une ambition, et ça change un peu des thèses qu'on peut voir où c'est un sujet ultra précis sur un endroit ultra précis. Elle, son terrain, c'est la France. C'est vaste. C'est l'Hexagone. Du coup, tout de suite, on a du retour par rapport à ces sujets-là de la part des instances qui sont vraiment intéressées. Voilà. Et ça touche aussi, ça vient aussi en réponse à nos industriels qui sont nos clients historiques et qui, eux, ont ces besoins-là dans un cadre réglementaire et qui sont obligés de répondre à ces questions. Et justement, donc, vous devez avoir, vous, une data qui est mise à jour en permanence. Comment est-ce que vous faites pour la trouver, la sourcer, la mettre à jour on a compris qu'il y avait ces 8 grosses catégories de data, mais est-ce qu'il est prévu d'en rajouter ? Comment est-ce que vous avez fait le choix de ces catégories ? Alors, les choix, ils sont venus, le choix des catégories, ça s'est vraiment construit dans le temps, puisqu'on a pris beaucoup de temps pour maturer en fait. Alors, on a lu évidemment, il y a des ouvrages de référence, comme les ouvrages de Jérôme Fourquet, par exemple. Enfin, pour moi, c'est des mines, puisque c'est une manière de faire de la recherche en explosant les frontières, en disant, voilà, je cherche à saisir un phénomène. Il n'y a pas de données exactes. En fait, on est sur des phénomènes qu'on analyse, mais c'est toujours en les éclairant avec différents faisceaux. Et chaque faisceau n'est pas exact en lui-même, mais c'est la somme de ces faisceaux qui permettent de saisir, de toucher, de comprendre un peu les choses. Et donc, par contre, nous, on a une culture de la data réglementaire, avec derrière des responsabilités. Et donc, on est sur du règlement. Et ce standard en fait, de qualité qu'on apporte à la data, on s'est dit que le grand public le méritait aussi. Et donc, on applique ce même standard qu'on fait avec nos industriels pour le grand public. Ça, c'est important. Après, le choix, il vient aussi en fonction des questions des gens. Et on adore les questions des gens qui nous envoient et qui nous font penser à des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. C'est quoi, par exemple, la dernière question de personne qui vous a dit « Ah tiens, ça c'est hyper important comme data, on n'y avait pas spécialement pensé ». Par exemple, il y a quelqu'un, alors c'était marrant, c'était cet été, il y a un retraité qui m'explique « Avec ma femme, je vais tous les ans au Beau-de-Provence, en pèlerinage. » Nous cherchons à faire l'acquisition d'une maison, mais j'ai très peur par rapport au Mistral. Ah bon, est-ce que vous pouvez m'indiquer les endroits qui sont à l'abri, plus à l'abri potentiellement du Mistral? Donc c'est une donnée, c'est un peu compliqué de récupérer des données Météo France aujourd'hui. Donc on a cherché plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et en octobre, je réécris à cette personne en lui disant on a trouvé sur une université danoise des chercheurs dans l'éolien qui ont fait des simulations assez pertinentes sur le vent moyen à 10 mètres à l'année. Et donc, je peux vous donner les zones abritées, elles sont plutôt vers là, plutôt vers là. Donc voilà, ça c'est le genre de réponse totalement concrète. Ouais, et donc par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en amont, vous avez tout ce travail de recherche sur qui a cette data, qui a pu publier cette data, la cohérence de ces data, qui est un gros travail, je suppose. On en jette, on en nettoie, on n'en garde pas tout. Il y a DataGouv, alors c'est les principaux fournisseurs, l'INSEE, le CEREMA, on a des données après du BRGM, on va avoir des données des agences de l'eau, mais on travaille aussi avec des associations.
Qui ont pu réaliser des études, par exemple, sur les pesticides ou des choses comme ça. Voilà, alors il y a eu, par exemple, sur la qualité des eaux de baignade, c'est un élément assez important. Aujourd'hui, on a des qualités inégales et on a des classements qui sont faits par des agences régionales de santé qui peuvent être questionnées. Et donc, on a des associations environnementales qui ne sont pas affiliées, qui ne sont pas liées à la délivrance des pavillons bleus, par exemple, et qui sont libres de dire telle plage est plutôt safe, telle plage est plutôt pas dangereuse, mais bon, contre-indiquée, ou si on a envie de se baigner en toute sérénité. Et donc, voilà, c'est des échanges, puisque eux, ils ont leur plateforme, leur campagne. Nous, on échange, on peut récupérer leurs data, on les affiche, on permet de les croiser avec d'autres données. Avec d'autres, bien sûr. Voilà, sur l'eau potable, c'est fantastique. On travaille avec une petite start-up qui s'appelle Liso. Okay. Il a monté une appli. Je mets le nom de ma commune. Je connais l'historique de tous les prélèvements et des taux en fait, de teneur en différentes bactéries, etc. Okay. Partout en France. Et il n'avait pas au départ pensé faire la carte. Et nous, on prend les choses, on prend cette même donnée, mais sous l'angle de la stratégie résidentielle, en se disant je vais afficher la France avec toutes mes communes et je vais afficher là où l'eau potable est bonne ou moins bonne. Et du coup, ça fait aujourd'hui, il y a des choses. C'est comme pourquoi aller habiter à la campagne dans un bel environnement visuel, voilà, entouré de forêts, etc., et être obligé d'aller acheter de l'eau en bouteille. C'est dommage. Okay. Donc, et est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte, ou dès le départ, c'était une vraie volonté de se dire, avec toute cette data et justement pouvoir l'offrir au grand public, on va changer la façon un petit peu d'investir des gens, ou justement leur stratégie d'investissement immobilier. Est-ce que ça, c'était une volonté dès le départ, ou c'est en train de le devenir, justement avec l'interaction que vous pouvez avoir avec cette personne qui souhaitait acheter au Beau de Provence Alors, on n'a pas changé notre vision depuis le début, et ça, c'est plutôt rassurant. Okay. C'est vraiment l'idée de je vais survivre pour confronter mes exigences, mes besoins à la data. Mais pas à n'importe quelle data, de la data ultra fine, et surtout de la data qui peut être compréhensible par tout le monde. Très important. Chaque critère pris individuellement présente des indicateurs totalement compréhensibles par une personne qui sait lire. Ouais. Voilà. On n'est pas dans du croisement de la pondération. Okay. On doit pouvoir afficher ces critères de manière individuelle. La deuxième chose, une fois que j'ai confronté, je vais me rendre compte que je vais devoir faire des compromis. Et donc, je vais finalement m'ouvrir à des lieux que je n'avais pas pensé, des lieux non pensés au départ. Et ça, c'est intéressant puisqu'on va un peu mettre à plat toute la partie mode, tendance, etc., pour se questionner sur quels sont mes critères et comment ça se traduit dans la géographie humaine, climatique, etc., etc. Et voilà. Et donc ça, c'est important de pouvoir croiser ça. Donc c'est vraiment, je confronte mes idées, je m'ouvre à des lieux impensés. Et évidemment, à la fin, je sécurise, dans la mesure du possible, je sécurise mes choix stratégiques, puisque j'ai étudié toutes ces datas. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir justement sécuriser son investissement, le rendre périn dans le temps, éviter justement de devoir redéménager parce que j'avais pas pris en compte ce critère ou j'étais pas au courant de ce critère. Ok, super. Nous, François, pourquoi est-ce qu'on a décidé de t'inviter et pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est hyper pertinent, justement, cet échange? Pierre-Emmanuel, nous, on a un score sur Maslow, un score pour nos investisseurs. Je crois qu'on ne prend pas en compte, justement, tous les critères de François. On verra après, justement, en fonction de gros critères que nous, on a, comment est-ce qu'on peut les affiner avec les tiens, François. Pierre, est-ce que tu peux nous rappeler, nous, ce que c'est que le scoring Maslow ? Et est-ce qu'un bon scoring Maslow, c'est forcément un bon scoring chez Où Vivre ? Déjà, la rencontre avec François, moi j'ai rencontré pour la première fois François sur le salon Rent à Paris. On a Florence chez nous, chez Maslow, qui s'occupe du web marketing et aussi de la data, qui va fouiller aussi pour qu'on sorte des études pertinentes. Et quand j'ai rencontré François, l'une de ses premières phrases, c'était de dire tous ceux qui exploitent de la data, dès qu'ils rajoutent du marketing, ils enlèvent de la data pour que ça les arrange. Ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, donc déjà j'ai adoré. Je me suis dit ok, très bien, il m'envoie dans mon corner. Et je lui ai répondu, nous
on a un score Maslow. Et ce score Maslow, ce sont des critères objectifs de la protection de l'investisseur immobilier. C'est-à-dire que si je te dis aujourd'hui, tu vas investir sur un secteur porteur ou sur une tension locative qui est importante, c'est-à-dire que tu vas trouver des locataires, donc tu vas avoir plus de candidats que d'offres, donc ça va sécuriser ton investissement. On va regarder la géolocalisation des commerces et des services et des transports. Donc ça, c'est aussi de la data que l'on a. Donc on se dit qu'on peut vite se déplacer, aller vers les écoles ou vers son travail. Donc ça, c'est des choses. La profondeur de marché, ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Parce que sur Internet, on est aussi en concurrence avec des gens qui nous expliquent qu'il faut aller investir sur des villes où peut-être il fait bon vivre, mais peut-être où la tension locative ou le fait de sortir de ton opération à un moment donné. Si j'investis dans une ville de 5000 habitants où il y a 50 transactions par an, tu vas avoir du mal à revendre. Donc ça, ce sont des critères objectifs et ce score Maslow, il y a 20 données qui sont présentes et ces 20 données, on les a transformées un peu en Nutri-Score avec une note sur 5, c'est un peu ça l'idée. Et pour répondre à François sur le marketing, je dis, tu sais, nous, on vend du neuf et de l'ancien récent et sur le neuf, on a nos tuyaux qui sont branchés chez les promoteurs et donc ça passe dans l'algorithme. Et ça donne une note. Et tout ce qui est en dessous de 3 sur 5 n'est pas présent sur le site. À la fois, pour lui répondre en marketing, je ne me fâche pas avec le fournisseur, c'est-à-dire que le promoteur, je ne dis pas ton projet, il est pourri, parce que sinon on va se fâcher. Je dis juste qu'il n'est pas sur mon site. Scoring. Donc moi, je dis à François, là où j'ai pas enlevé du marketing, là où je l'ai mis, si ça ne correspond pas aux critères, c'est pas présent sur le site. Et c'est un peu la promesse que l'on a chez Maslow, c'est de la data objective et de l'expertise après pour te conseiller. Mais l'idée, c'était plutôt celle-là au départ. Ok. Et justement, si on se dit, je pense que c'est un de nos projets, on verra à la fin du podcast, mais nous, ce qu'on veut, c'est venir compléter le scoring Maslow avec justement où vivre. Si par exemple, on en parlait tout à l'heure, un de mes premiers critères, c'est je souhaite un endroit où j'ai un bassin d'emploi, où je vais avoir une tension locative parce que j'ai des gens qui cherchent justement un emploi. Nous, qu'est-ce qu'on va regarder comme données chez Maslow ? Voilà, qu'est-ce qu'on va prendre en compte comme données ? C'est là où François peut nous aider à aller plus loin. C'est-à-dire que nous, on va regarder de la data traditionnelle, ce que tu évoquais tout à l'heure sur data.gouv, etc. On va regarder croissance démographique du territoire, taux de chômage, vacances locatives, tension locative. Et quand on échange avec François, il dit il va dire c'est pas mal. Oui, justement. Par rapport à ça, toi, François, en quoi tu peux compléter ? Qu'est-ce que tu vas compléter en plus sur, par exemple, alors je sais moi, mais je pense que les gens ont besoin de savoir, justement sur ce bassin d'emploi, tu parlais tout à l'heure de télétravail, où est-ce que je peux entreprendre ? C'est quoi les données en plus que vous allez pouvoir nous donner quand nous, on prend un score ? Alors, nous, on n'a pas du coup, comme on n'est pas issu de l'immobilier, on n'a pas de scoring de rentabilité. C'est quelque chose qu'on découvre aussi, c'est intéressant. Par contre, sur la question de où vivre, effectivement, où travailler, donc ça peut être, souvent on a le conjoint qui trouve d'abord le travail, puis il faut trouver le travail pour le conjoint. Et il y a des gens qui veulent télétravailler, il y a des gens qui veulent créer leur boîte. Voilà, donc on s'est pris un peu sur ces trois profils-là. Sur la question de trouver du travail, on a utilisé une data qui est assez sous-utilisée, je trouve, c'est l'enquête besoin de main-d'œuvre. C'est une enquête qui est réalisée chaque année par France Travail. France Travail, ok. Qu'on reçoit tous, en fait, qui interroge sur des questions très simples. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont de la data, parce que les gens y répondent, tous les chefs d'entreprise répondent. Est-ce que vous allez embaucher en 2025 ? Si oui, quel type de poste ? Combien de personnes ? Voilà. Et la compilation, en fait, de cette information-là, répartie sur les 344 bassins d'emploi, donne quand même une sacrée information. Elle permet de rassurer déjà, et ça vient directement des employeurs. C'est pas de la donnée, c'est vraiment de la donnée chiffrée qui vient des employeurs. Et donc ça permet de voir les métiers qui sont le nombre d'embauches par métier, la tension, les métiers en tension, les métiers saisonniers. Donc nous on exclut les métiers saisonniers pour faire parler de métiers durables. Et donc il y a deux approches. J'ai un métier. Je souhaite déménager dans un autre bassin d'emploi. Où je peux trouver justement. Je vais trouver un job. Voilà. Où est-ce qu'on embauche dans mon métier ? Ok. Ou alors, je m'intéresse absolument à ce bassin d'emploi. Je vais regarder la typologie d'offres d'emploi dans ce bassin pour éventuellement me reformer parce que je veux absolument travailler, je veux habiter ici. Donc, je veux correspondre au marché local. Et donc, ça, c'est une approche intéressante, complémentaire. Et la suite de cette idée-là, c'est de pouvoir, une fois qu'on a ciblé sur un bassin d'emploi, cibler sur la commune et aller rechercher dans le métier concerné les offres. Mais il y a des logiques de base de données qui sont faites différemment
entre ce qu'on trouve C'est-à-dire sur Pôle emploi, par exemple. Ok. Les codes métiers ne sont Ok. pas les mêmes que sur l'enquête Donc les besoin codes de NAF main-d'œuvre. ou les... Voilà, et donc on a des recoupements de métiers qui ont peu de sens. Ok. Et c'est un peu dommage, mais c'est quelque chose qu'on travaille aussi. Après, sur le télétravail, évidemment, il Ça, faut comment est-ce que vous faites pour le mesurer? pour mesurer. Justement, le télétravail ou le besoin le- en télétravail ouais, ou besoin la en possibilité télétravail, de télétravailler? C'est, de toute manière, c'est les bouquins, c'est Jean Viard. Jean Viard, par exemple, voilà, il fait des analyses sociaux. Pour lui, l'avenir, et c'est vrai que pour l'instant, c'est le télétravail, ça va se développer, et la livraison à domicile. C'est des grandes tendances comme ça de société. Et donc, aujourd'hui, alors je crois que c'est une trentaine de pourcents de métiers qui peuvent se télétravailler. En région parisienne, le télétravail Ok, n'est pas donc ça, c'est en fonction réparti des partout. emplois qu'on trouve dans cette région. Est-ce que ces emplois, on peut les télétravailler? Voilà. Et donc, si ces emplois, on peut les télétravailler, en effet, il y a un potentiel plus élevé de C'est pouvoir ça. télétravailler à cet endroit. C'est ça. Ok. Et ça, et attention, il faut croiser, que si je me mets en télétravail, il faut croiser avec la fibre, la 4G. Il faut pouvoir absolument avoir de l'Internet au débit, la distance au quart. Il faut pouvoir être connecté aux grands pôles urbains rapidement, facilement. Ça, on peut le faire sur Où Vivre. Ouais, alors ça, c'est hyper intéressant aussi parce que nous, souvent dans notre scoring, ce qu'on va prendre en compte, c'est comment est-ce que j'accède au service de la vie quotidienne, à combien de temps je suis d'une école, d'un supermarché, des transports. Mais nous, on va prendre en compte dans le scoring Maslow uniquement ce qui est traditionnel, on va dire les moyens de transport traditionnels, qui vont être voiture, bus, Transport en métro, transport en commun. Et justement, il y a aussi quelque chose qui est hyper intéressant en plus avec Où Vivre. Pierre, dis-moi si je me trompe, c'est le changement de la façon dont les gens vont se transporter ou vont se déplacer, qui peut être trottinette, vélo, à pied. Et ça, c'est des choses que vous êtes capable de mesurer, que nous, avant, on ne prenait pas du tout en On sait compte pas faire. dans le scoring Maslow et qu'on ne sait pas du tout faire ou pas du tout mesurer. Ouais, alors c'est des choses c'est un champ en fait très intéressant à travailler. On travaille avec des étudiants du CNAM en ce moment qui font un sujet là-dessus. On leur fournit la data et ils travaillent sur l'API notamment de la SNCF Ok. qui permet de relier, parce qu'en fait en transport public on a des effets tunnels, on a des villes qui se situent beaucoup plus proches. Voilà. Nous à Tours on a des Parisiens qui vont travailler à Paris tous les jours. Tous les jours. Ouais, bien sûr. 55 minutes, 55 voilà. minutes, ouais. C'est plus proche que de banlieue. Et donc, on travaille là-dessus, de gare à gare, en comptant les correspondances et la fréquence des trains. Qu'est-ce qui est jouable? À combien je suis exactement? Si j'habite, par exemple, à Cholet, c'est quoi pour aller à Paris, pour aller à la mer? Enfin, concrètement, comment je me projette dans mon environnement en transport? Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, sur les simulations d'accessibilité à pied, à vélo, en voiture, on utilise en fait des cartographies type OpenStreetMap, en fait, qui c'est la cartographie collaborative mondiale maintenant, qui couvre, voilà, et qui prend en compte les types de voies en fonction de ce qui est accessible à vélo. Voilà, on ne va pas envoyer un piéton ou un vélo sur l'autoroute. Ah, bien sûr. Hein, et inversement, on n'envoie pas une voiture sur des une zones piste cyclables. Donc ça commence à être de plus en plus fin, ces isochrones-là. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on est dans l'espace vécu. Et ça, c'est hyper intéressant pour voilà. nous, Pierre, parce que typiquement, on a certains investissements où nos locataires, ça va être des étudiants ou des personnes qui n'ont pas de voiture. Et justement, de prendre en compte cette donnée, c'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant pour l'investisseur et la sécurisation de son investissement. Oui, c'est d'ajouter une data de façon de vivre. En fait, nous, notre investisseur, il a besoin d'être sécurité sur le prix, la rentabilité. Et nous, on va ajouter le prix, la rentabilité, la sortie. Et donc, la sortie d'un appartement que tu achètes pour y faire un investissement locatif, c'est quoi ma sortie? Je vais le revendre à quelqu'un qui peut l'acheter pour investir, donc il va avoir le même projet que moi. Donc est-ce qu'il va trouver un locataire? Est-ce qu'il y a eu du turnover? Est-ce que j'ai une chance que mon loyer progresse parce que j'ai une demande locative qui est peut-être plus forte que la moyenne nationale? Donc ça, c'est l'investisseur. Mais il y a surtout, on voit bien dans les sorties des investissements, le meilleur moment de sortir d'investissement, c'est quand même le moment où tu as un départ de locataire et donc que ton logement est vide, puisqu'à ce moment-là, je peux toucher deux acquéreurs, la résidence principale. Je vais acheter le logement que toi, tu as acheté pour investir en résidence principale ou je vais l'acheter pour le louer. Et si je suis sur des bassins plus touristiques ou comme ça, je vais dire par exemple le Var, tu vas pouvoir te dire, je vais pouvoir, si mon logement est vide, le vendre à quelqu'un qui va investir pour y habiter, en résidence secondaire, pour le louer, voire pour le louer en résidence secondaire. Donc là, ça me fait 4 acquéreurs potentiels. Si j'investis dans un studio à Roubaix,
pour loger un étudiant, ma sortie, elle sera sans doute un investisseur sur un studio pour loger un jeune actif ou un étudiant. Donc en fait, le prisme, il est pas le même. Ce qui est intéressant dans l'échange que l'on a et dans Où Vivre, c'est de se dire que nous, on a les critères objectifs du score Maslow sur lesquels on ne va pas forcément les remettre en cause. Voilà, c'est les critères objectifs. Mais on va aller plus loin. Le taux de chômage, il est mesuré une fois tous les... La DataGouv, on a de la data qui vient du gouvernement qui date de 2019 ou 2021. On est en 2025. L'enquête des chefs d'entreprise qui recherchent tel emploi en octobre 2024... Ouais, c'est quelque chose que nous, on n'a pas l'habitude de prendre en compte. C'est pas la même chose. Donc voilà, donc ça nous intéresse d'avoir de la data le plus à jour possible. Parce que les modes de consommation changent, les modes de recherche de logement. Quand tu parles de télétravail, ça veut dire que la structure de mon logement, il y a une zone pour télétravailler. D'accord ? C'est-à-dire que je suis parisien, pour être caricatural, je vis dans un T2, j'ai la possibilité de faire du télétravail, donc je vais rechercher une ville accessible parce que je vais quand même bosser à Paris 3 jours par semaine, mais il me faut un T3. Donc, avec la fibre. Voilà. Non mais T3 parce que zone de bureau, parce que bureau pour travailler, parce que je suis quand même au travail en télétravail, mais je vais quand même 2 ou 3 jours par semaine à Paris. Donc quelles sont les villes ? Est-ce qu'il y a des nouvelles villes ? Et moi je rapproche ça, est-ce qu'il y a des nouvelles villes connectées sur lesquelles j'ai une sécurité locative ? Donc je trouve que nos points de vue se rapprochent, parce qu'un endroit où il fait bon vivre, c'est aussi un endroit où il fait bon investir. Moi, je dis toujours, tout ce qui se loue bien se revend bien. Voilà, c'est une très forte demande locative, tu as une très forte demande sur la transaction. Je n'ai pas d'exemple de ville en France sur lequel je vais avoir un gros bassin locatif qui n'est pas un gros bassin de transactions. Donc ça, ce sont des critères comme ça. Mais on va plus loin et je trouve ça intéressant d'apporter ça comme éclairage aussi à nos investisseurs et comment nous, on va le traduire chez Maslow. Bien sûr. Il y a aussi un autre indicateur qu'on trouvait extrêmement intéressant, c'était tout ce qui était vivre à l'écart des sources de pollution. Ouais. Des sources de pollution, quand on parle de pollution, on pense pas... On pense à ces Céveso, là. Ouais. On pense à Céveso, est-ce que cette usine, on en parlait tout à l'heure avec toi, François, mais on ne parle pas, par exemple, à ce qui peut être pollution sonore. Et nous, pollution sonore, ça a fait un petit peu écho chez Pierre-Emmanuel et moi. Pourquoi ? Parce qu'avant, on avait nos bureaux qui étaient avenue de Saxe. Avenue de Saxe, super avenue à Lyon, proche de tous les commerces, proche des transports en commun. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas du tout mesurer. C'est la caserne de pompiers qui est à côté. Juste en face. Juste en face de nos anciens bureaux. Et où pour nous, il était impossible de passer un coup de téléphone à l'extérieur ou même d'être dehors parce qu'on avait en permanence cette sirène des pompiers. Et vous, je sais que c'est quelque chose que vous prenez en compte. Le bruit, justement, le bruit, la nuisance, cette pollution sonore, qu'on trouvait aussi, nous, hyper intéressant comme critère d'investissement, en tout cas. Ah oui, je pense. En fait, ça se mesure. Alors, on a participé il y a 1 an et demi avec le ministère de la Santé qui avait fait un petit... c'était pas un hackathon, c'est une sorte avec des groupes comme ça de participants qui viennent de partout. Et on a travaillé sur la CUB, la communauté urbaine de Bordeaux, sur la cartographie des nuisances sonores. Donc on a appris plein de choses déjà, puisqu'on a le son moyen à la journée, la nuit, on a les nuisances qui sont liées au trafic aérien, ferroviaire, routier, évidemment, industriel, pompier, il faut l'ajouter. Et donc c'est un sujet complexe et on s'est rendu compte, alors nous pour l'instant on affiche vraiment les nuisances des plans d'évaluation des bruits qui sont liés au trafic aérien. C'est quand même quelque chose qui est assez gênant et qui touche encore aujourd'hui des zones pavillonnaires complètement. Mais on est en train de l'étendre en ce moment sur l'association de ces différents plans. Et il y a une méthodologie qui a été développée d'ailleurs à Lyon et qui a vocation à pouvoir s'étendre au niveau national. Là aussi, ça demande du temps de travailler ça, de pondérer les choses. Le CEREMA est sur le coup aussi. Quand le CEREMA met en action ces différents chercheurs sur ces sujets-là, il y a des choses qui sortent. C'est comme les îlots de chaleur, c'est comme urbain, c'est comme ces sujets-là. Donc on est vraiment en lien avec eux. Et donc quand il y aura une cartographie des nuisances sonores à échelle nationale, fine, qui sortira, on sera les premiers à la récupérer. Si ça ne sort pas, on le fera nous-mêmes. C'est ce qu'on a fait par exemple pour les pesticides. Voilà. Après, les pollutions, c'est plusieurs choses. C'est l'air. Alors les pollutions de l'air, INERIS, observation. On a 2 sources. On a l'observation des qualités de l'air et à côté, on a les lieux de production des émissions polluantes. C'est 2 choses différentes qu'il faut arriver à croiser sans aller cibler
des sources. C'est pareil pour la pollution agricole. C'est pas de l'agribashing de dire ces parcelles potentiellement utilisent beaucoup Des de pesticides. pesticides. Parce que si on avait des données de C'est la nature de la santé, culture. des données du ministère de la Santé qui nous expliquaient clairement, voilà, tel pesticide donne telle maladie à tel endroit, on n'aurait pas besoin d'aller chercher bien les sûr. champs sur les référentiels agricoles, etc., les données PAC. Mais on est obligé de manière indirecte d'aller localiser ces endroits et pas simplement dire, où j'ai vu le reportage, attention, c'est la vallée de la leucémie. Non, il faut pondérer les choses, il faut dire, voilà, donc l'usage des pesticides, c'est là, mais c'est aussi là, mais c'est aussi là. Ah, bien sûr. Donc sortir un peu du côté assez flippant finalement des reportages qu'on voit. C'est comme le dernier sur la qualité de l'eau potable là, qui est sorti récemment. Ça fait le buzz et finalement on finit par se dire bon bah j'y pense pas. Je vais pas penser à ça tout le temps, je peux pas vivre. Non, nous en fait, moi j'ai pas la mémoire, je suis pas du tout HPI ou j'ai pas la mémoire de me souvenir de tout ce que j'ai vu. Du coup c'est aussi un aide-mémoire ces cartes là, c'est de se dire ok on pondère, on Ouais, et pose puis les de pouvoir choses, mesurer les risques, on va et dans puis le détail. décider, de pouvoir être décideur de Voilà, et on ce en qui fait se passe. un outil d'aide à la décision Ah, bien sûr. pour le grand public, pour sortir de la fatalité un peu. L'outil de la décision, c'est notre job. Aujourd'hui, C'est sûr. nos clients sont des gens qui veulent investir, qui ont un objectif de vie qui peut être différent de la résidence principale. Tes critères ne sont pas forcément les mêmes, mais d'essayer de sortir ou d'apporter des éclairages suffisants pour te rassurer. Nous, notre job, c'est de rassurer les gens. À partir du moment où la personne peut investir, souhaite investir, elle a un budget. Une fois qu'on a déterminé le budget, où est-ce que je vais sécuriser le plus son investissement? C'est ça notre job Oui, chez bien Maslow. Ouais. Mais le fait d'aller un petit peu plus loin, d'apporter des éclairages qui sont un peu différents, Différent. qui vont te rassurer un petit peu plus, avec des choses aussi peut-être plus à jour, plus factuelles. Il y a quand même une énorme différence de cartes de France sur différents sujets entre avant Covid, après Covid. Donc ça veut dire les besoins ils sont aussi différents. Ouais. Il y a des zones d'investissement aujourd'hui qui sont plus intéressants. Voilà, donc ça c'est des choses qui nous intéressent. Et là, justement, par Pierre, jour. toi, tu parlais de sécuriser les gens, de Ouais. pouvoir les rassurer. Il y a aussi un indicateur que nous, on a l'habitude de prendre en compte, qui est le facteur humain. Et nous, là-dessus, on va s'arrêter à quoi? Au revenu annuel moyen localisé. Et c'est tout. On va mesurer le niveau de revenu dans une zone. Je crois que chez Où Vivre, François, vous allez bien plus loin sur qu'est-ce qui peut rassurer les gens, c'est-à-dire le taux de criminalité, l'insécurité. Ça, vous pouvez vous le mesurer, justement. Et Oui. Alors, je ne sais pas si ça rassure vraiment les gens sur l'insécurité, mais en tout cas, ça peut rassurer. Effectivement, ça dépend comment on le prend. Sur l'humain, c'est marrant parce qu'on est parti aussi sur ce qu'on appelle les frontières invisibles. Aujourd'hui, toutes les villes se ressemblent. On a même les mêmes types de bâtis qui sont faits à Strasbourg, dans le Pays Basque, en Bretagne. Bon, c'est un peu cette uniformisation. Or, il y a encore des traces et même parfois de la revendication de ces identités locales. C'est terroir. Donc ça se cartographie, c'est des frontières invisibles, c'est aussi les langues régionales et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent porter aussi des projets pour se dire, je cherche cette identité-là, ces identités, cette histoire. Et donc dans les candidats, on va dire, pour quitter les grandes métropoles, on a ces profils-là de gens qui recherchent aussi de l'identité. Après, sur l'humain, effectivement, on prend... donc là, je suis à la recherche, par exemple, d'un endroit où on parle encore le basque. Oui, on peut par trouver... exemple. Mais si moi, mon critère, c'est de me dire, j'ai envie d'investir dans un endroit où j'ai pas une chance sur deux de me faire voler mon vélo. Ou, Alors ça, oui, ça évidemment. ça, c'est aussi des critères que vous avez, de la data que vous avez sur l'insécurité. On a de la data en fait qui vient du ministère de l'Intérieur, donc qui est fraîche, qui est sortie chaque année. Donc là, on est sur la donnée 2023 et qui montre pour toutes les communes en fait les taux d'infraction, les taux d'atteinte aux véhicules et d'atteinte aux personnes. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Après, on sait que la donnée communale, elle va varier d'un quartier à l'autre. Et on a une data infracommunale maintenant qui est sortie sur les cambriolages et tentatives de cambriolage, où on est sur du carreau de 200 mètres sur 200 mètres. Donc là, on voit les quartiers clairement. Les et on peut zones dire, ciblées. à tel endroit, en 2023, sur ce carré de 200 mètres sur 200 mètres, il y a environ 30 maisons sur 1000 qui ont été cambriolées ou qui ont subi une tentative de cambriolage. C'est une information quand même qui peut être intéressante. Et ça, pour nous, c'est hyper intéressant parce que ça nous déstabilise par rapport
à ce critère-là qui pouvait être les revenus moyens par habitant dans le quartier, qui nous semblait être un indicateur où on allait assez loin, mais au final, pas du tout. En fait, tu sais que j'adore les Instagrammeurs. Donc en ce moment, il y a des Instagrammeurs qui m'expliquent, tu vas sur Meilleurs Agents, tu regardes le prix moyen au mètre carré, tu vas sur Le Bon Coin et tu repères des appartements qui sont moins chers au mètre carré dans telle ville. Donc tiens, je suis né à Caen, donc je vais prendre la ville de Caen. Et puis tu te dis, bah tiens, le prix est moyen au mètre carré à Caen, je sais pas, c'est 2300 €. Tiens, tu cherches des annonces qui sont moins chères. Si tu t'inscris gratuitement à notre web class, on t'enverra le tableau Excel pour les travaux et tu feras le meilleur investissement de ta vie. Grosso modo, c'est ça. Donc tu fais l'exercice, hein, t'es pas plus bête qu'un autre. Et tu t'aperçois que les annonces qui vont arriver sur Caen, qui vont être moins chères, qui vont respecter les critères, vont être dans des quartiers qui sont un peu difficiles. Je vais citer la Guérinière à la grâce de Dieu. Vu que je connais bien cette ville-là, c'est là où je suis né et là où j'ai grandi, c'est pas forcément là où moi je vais te dire, est-ce qu'il faut investir à Caen? La réponse elle est oui. C'est une ville qui est intéressante, d'accord? Mais dans la ville. À un moment donné, je ne suis pas cané. J'habite à Lille, j'habite à Lyon, j'habite à Paris. Mon budget me permet d'investir sur cette ville-là, sur un marché en tension locative. On va respecter tous les critères. Mais si l'appartement que je trouve ou que Pierre-Paul ou Jacques m'a proposé, il est dans les 2 quartiers que j'ai cités, ce que je peux t'assurer, c'est que tu vas avoir un turnover locatif. Ouais. Parce que si la personne qui habite mon logement en tant que locataire ne s'y sent pas bien, parce qu'il y a peut-être un peu plus d'insécurité, un peu plus de délinquance, un petit peu plus de zones urbaines sensibles, elle ne restera pas. Donc, tu changeras de locataire. Et quand tu revendras, il y aura des gens qui n'auront pas envie d'habiter dans ces quartiers-là. Donc, en fait, la data, elle ne fait pas tout. On n'arrivera jamais à rentrer un investissement locatif à 100% dans un tableau Excel et à acheter les yeux fermés. Donc François ça, c'est parlait tout à génial. l'heure, c'est justement sur une zone géographique qui pouvait être large, justement apporter de la granularité et venir zoomer et ultra zoomer sur là où tu souhaites habiter. Ok, dernier critère que nous on a trouvé aussi intéressant, c'était tout ce qui était critères géographiques, enfin vue mer, vue montagne, où c'est vrai qu'on n'a pas du tout, nous, l'habitude de prendre ça en compte comme critère. Pourquoi est-ce que vous avez décidé ça de l'intégrer? C'est une demande? C'était quelque chose de ludique? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Ça, c'est vraiment un sujet, du coup, pour le coup, là, on a vraiment créé la donnée. Ok. C'est 100%. exclusif chez vous. Là. C'est exclusif et à une échelle fine. D'où est-ce qu'on voit la mer? Premier exemple. D'où est-ce qu'on voit la chaîne des Pyrénées? D'où est-ce qu'on voit le Mont Blanc? D'où est-ce qu'on voit la cathédrale du Mans? D'où est-ce qu'on voit... Voilà. Ça, pour faire ça, on a travaillé à partir des outils qui sont aujourd'hui utilisés pour établir en fait les zones d'impact au sens négatif, visuel, des éoliennes notamment. Ok. Il ne faut pas que de l'église je vois l'éolienne. L'éolienne, oui. Et on a détourné en fait Donc dans l'autre sens, le truc dans l'autre sens, voilà. On a mis plein de points dans la mer, tous les 2 km, tous les 500 mètres. D'autres un peu plus loin, on s'est limité à 10 km de recul dans les terres. Ok. Et en fonction de la topographie fine, c'est du relief, 1 mètre, bien c'est sûr. du 1 mètre Ok. de précision. En fonction de la végétation et du type de végétation, on va avoir des hauteurs différentes. Et en fonction de la hauteur des bâtiments, aujourd'hui on a des bases de données bâtiments qui sont très bien, on arrive à déterminer en fait les zones d'où on voit un ou plusieurs points dans la mer, donc d'où on voit la mer. Ok. Et donc quand on croise cette information-là avec les données du géoportail de l'urbanisme, avec les zones à bâtir, on peut d'ores et déjà, à l'échelle tout de suite de toutes les côtes, en 30 secondes, afficher toutes les zones qui vont être urbanisées avec vue sur mer. Ok. Et donc les zones urbaines aussi. Donc là, c'est un peu le... Là, on est tout en haut de la pyramide de Maslow. Hein. Ouais, mais c'est à la fois et amusant et tu sors des critères objectifs. Tu imagines l'échange avec le client. Alors moi, je peux vous citer une anecdote, mais c'est vrai que les clients, parfois, ils rentrent de l'affect dans leur investissement. Et donc, l'étage, l'exposition, c'est des choses qui sont importantes. Moi, j'ai souvenir d'avoir vendu des appartements sur la côte nord Bretagne, la côte de Granit Rose, où t'envoies une proposition à un client, t'envoies un plan, une simulation, etc. La dame me rappelle, elle dit « Ah, franchement, super, elle est vraiment bien, cette résidence, ça nous plaît bien, l'extérieur. » Bon, par contre, plein nord, c'est pas possible. Voilà, et je lui dis, avec toute ma candeur, je dis, par contre, plein nord, il y aura vue mer, et plein sud, il y aura vue sur le parking. Et c'est à vous de décider. Quand tu es à la montagne, l'exposition,
Non, c'est est-ce que tu vois la vallée, est-ce que tu vois la montagne. Enfin, tu as des immeubles, tu es d'accord, qui sont collés directement c'est en ça, montagne. Si tu ouvres ton balcon et que la neige, Ça ouais, passe sur je suis sud-est. Oui, mais tu ne verras pas le soleil au C'est ça. premier étage. Et donc ça, c'est des critères sur lesquels, quand tu en parles avec des gens, nous, tu sais, on est sur une vente à distance, on est en visio, etc. Donc c'est important de se dire mes critères objectifs, et puis après, quand on rentre, le subjectif, c'est généralement là que la vente ne se fait pas. Mais quand tu abordes des sujets comme ça, tu prenais l'exemple du bruit tout à l'heure, Avenue de Saxe. Avenue de Saxe, vue sur les pompiers, tu étais très bien exposé. On est d'accord? C'est que la meilleure exposition, c'était celle-là. Et en fait, dans l'immeuble, faut investir rue de Créqui derrière, sur lequel il y a moins de nuisances, tu n'as pas les pompiers, et tu as une moins bonne exposition. Tu as le même quartier, tu as la même tension locative, tu as la même valeur de loyer. Donc ça, c'est des critères objectifs, parce que moi, mon loyer, dans une résidence vue sur mer, pas vue sur mer, l'écart ne va pas être énorme. D'accord? Mon T2, résidence principale, de location à l'année, c'est pas énorme. En plus, tu vas payer plus cher ta vue sur la mer, ce qui est normal. Mais par contre, le critère, c'est un peu le côté Paris, c'est à ma revente. Celui qui va vouloir habiter là, le potentiel est peut-être plus important. Donc en fait, moi, je suis là pour donner les infos aux clients. S'il privilégie la rentabilité, il va me prendre la vue jardin ou la vue parking. S'il privilégie la sortie, il faudra qu'il prenne la vue mer. Après, c'est combien de mois ou d'années de loyer me coûte ma vue mer pour que j'espère la sortie. Donc ça, c'est des choses qui sont amusantes en plus avec le client. Bien sûr, hyper ludique. On vient de voir justement comment est-ce qu'on pouvait compléter, nous, les critères traditionnels avec les critères d'où vivre. Si Pierre, toi, tu pouvais demander à François de développer ou d'avoir un critère en plus ou une data qui t'intéresse, que où vivre n'a pas, ce serait quoi? Alors, c'est pas que ouvrir pas, mais on en a déjà parlé, parce que c'est pas moi le monsieur retraité qui cherche une maison dans les Baux-de-Provence, mais par contre, j'ai plein de demandes à François. Non, moi, ce qui m'a toujours intéressé dans les villes, les aires urbaines, ce sont les projets urbains. C'est-à-dire, systématiquement dans une ville, quand il y a un projet d'extension de tramway, de nouvelles lignes de tram, systématiquement, c'est de l'aménagement du territoire. Et moi, l'aménagement du territoire m'intéresse, parce que là où tu prolonges un tram, un métro, tu sais que tu vas construire des écoles, des commerces, des bureaux, des logements. Et donc, déconstruire des bureaux, des commerces et des logements, ça veut dire que les logements, et puis aujourd'hui, les quartiers sont pensés pour mieux y vivre. Les municipalités, elles font quand même des jobs pour relier la connexion de ces extérieurs de ville au centre-ville avec des bus à fréquence rapide ou des tramways, des zones de vélo, des zones où je vais pouvoir emmener mes enfants, des parcs, etc. Donc, généralement, ce sont des endroits qui sont mieux que ce qui est existant. Et quand c'est mieux, les gens se déplacent. C'est-à-dire qu'il y a les nouveaux habitants qui vont arriver, mais on le voit, nous, dans le neuf et l'ancien. Il y a des marchés sur lesquels la tension locative, elle n'est pas géniale. Pour autant, quand tu sors une résidence neuve, tu as les gens qui habitaient dans l'ancien, habitat qui n'était pas cool. Je vais prendre Toulon, par exemple, comme ville, qui est une ville, en termes de qualité d'immobilier ancien, moyenne. Tu sors une résidence neuve, hop, les locataires qui étaient là dans les immeubles des années 70 migrent. Donc en fait, le taux de remplissage, il est intéressant. Et donc moi, la demande à François, c'est ça, c'est sors-moi les projets urbains pour me dire comment la ville va changer, notamment sur les moyens de transport, parce que je trouve que les moyens de transport sont de l'aménagement du territoire, pour pouvoir dire à mon candidat investisseur, ton horizon de placement, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, je vais te faire investir là, dans 10 ans, voilà ce que la ville sera, et je te rassure sur ce sujet. Donc voilà un peu, moi, ma demande. Et vous, François, de votre côté, est-ce qu'il y a des données que vous avez prévu justement d'intégrer, ou est-ce que ça fait partie ou... Oui, alors sur cette question-là, on peut indirectement avoir cette information quand on regarde les documents d'urbanisme, puisqu'on a des zones réservées, on a des zones à urbaniser dans le futur, et on peut connaître le détail. Donc en cliquant, on a le détail. On ne télécharge pas directement le PLU en entier sur où vivre, mais on accède très facilement au géoportail de l'urbanisme qui permet d'avoir tout. Donc on a indirectement ces infos. Après, c'est vrai que c'est des sujets de prospective super intéressants et qui se placent à toutes les échelles. Évidemment, nous, à Tours, il est question d'une deuxième ligne de tramway, par exemple. Les acteurs locaux des promoteurs immobiliers sont déjà sur le coup depuis des années. Ils établissent des hypothèses. Voilà, c'est déjà, on sait que tel quartier va prendre de la valeur, l'arrêt il va être ici, parce que voilà, c'est des négociations qui sont permanentes. Donc, pouvoir accéder à cette information de l'extérieur, c'est un coup d'avance qui est important. Si je me place, mais à n'importe quelle échelle, je me place à l'échelle d'un village, l'évolution du document d'urbanisme, l'évolution du PLU, c'est un enjeu. Une zone qui devient constructible, une zone qui devient naturelle et donc protégée. Dans tous les villages, vous avez, dans toutes les bonnes familles d'agriculteurs, vous mettez quelqu'un au conseil municipal qui a la vue
sur Sur ces les évolutions-là, futurs projets, l'évolution. protège les intérêts des uns et des autres. Ça marche comme ça. Et donc le fait de le connaître de l'extérieur, c'est un sacré enjeu, parce que c'est des choses, effectivement, qui permettent de gagner du temps et d'avoir... Mais on remplacera, je pense, jamais l'avantage que peuvent avoir les locaux ou les gens déjà implantés sur le territoire pour ça. Après, sur les évolutions, nous, ce qu'on aimerait bien, ce sur quoi on aimerait bien travailler, c'est passer de data, même récente, fixe, à de la data dynamique en tendance. Aujourd'hui, on a des grandes tendances. On a des tendances qui évoluent sur tous ces marchés-là. Ça, j'ai vu, je donc, crois que c'était possible. J'ai simulé, par exemple, le nombre de nuits tropicales alors ça, c'est à un le futur, endroit. voilà. Donc ça, j'ai vu justement qu'on pouvait le faire évoluer dans le temps. Oui, c'est je de la trouvais ça simulation. hyper intéressant. C'est un petit peu l'idée, c'est de pouvoir faire ça avec... Oui, on le fait sur le climat, mais sur l'immobilier, c'est pas prioritaire pour notre individu, notre citoyen, qui est notre cœur de cible au début. On est plus là sur l'accompagnement, justement, avec en B2B, quoi, B2B2C. Quoi. Ouais, okay. On est plus... Et ça, c'est un sujet, justement. Quand je suis arrivé au Rent, je leur ai mis dans la présentation... je leur ai dit, attention, il y a un nouveau métier qui va se développer, c'est le conseil en stratégie résidentielle. Vous passez à côté des attentes des gens, tout le secteur de l'immobilier. Vous évoluez, vous rendez hyper confortable l'acte d'achat, l'accès à plein de data, mais qui ne sont pas les data les plus pertinentes. Et donc les attentes des gens, la défiance, elle concerne aussi le monde de l'immobilier, elle ne concerne pas que les politiques. Voilà. Et donc pour rattraper cette tendance-là, et peut-être remettre en valeur aussi l'image de l'agent immobilier installé, qui travaille sur la confiance de génération en génération. Et donc, parce que justement, il connaît les enjeux, il sait que c'est inondable, il sait qu'il y a des argiles, il sait, voilà. Et donc, cet outil, il permet ça. Et donc, on a beau avoir des critères qui, pris individuellement, sont parfaitement compréhensibles par tout le monde, il y a un moment où quand même ça commence à chauffer dans le cerveau, quand on commence à compiler. On a beau avoir l'outil de compilation, etc., mais il ne peut pas prendre tout en compte. Bien sûr. Donc, il y a 2 évolutions sur Whoviv, là, qu'on est en train de travailler. C'est ça, c'est justement travailler avec des conseillers en stratégie résidentielle qui sont aujourd'hui, qui ont les mêmes besoins que les conseillers en investissement locatif. Puisque si on est un bon conseiller en investissement locatif, on se projette comme si on était le client final. Voilà. Et voilà. Et donc, essayer d'évoluer là-dessus. Et l'autre aspect, c'est travailler sur le déploiement de la génération de rapports automatiques. Type, je mets une adresse, je choisis ma formule de rapport, je sors mon rapport, et là, un rapport sur une adresse avec tout. Tout. Donc, il compile automatiquement les données sur automatiquement tout. La prospective, c'est intéressant. On échangeait tout à l'heure, c'est vrai que nous, par exemple, nos clients plutôt jeunes définissent un budget. Ce budget leur permet de ne pas forcément investir là où ils travaillent, dans des grands centres urbains. Donc on est là pour les sécuriser, leur apporter la bonne information sur certains territoires. Souvent, le budget leur permet d'investir sur des petites surfaces. Petite surface égale célibataire ou étudiant. Et donc on échangeait sur l'étude que nous, on avait fait sur les places de Parcoursup, en disant voilà... La data traditionnelle, c'est tel nombre de villes, tel nombre d'étudiants, super, c'est un bassin étudiant. Tu vas retrouver le top 10 qui va toujours être le même avec Lyon, Rennes, Strasbourg, etc. Et donc, on avait pris les places de Parcoursup, le nombre de déco-habitants dans la ville. Donc ça, c'était de la data qui était hyper intéressante pour dire à notre client, là, si tu investis sur ce marché de la résidence étudiante, et peut-être même que je peux te déconseiller d'investir sur du T3 ou du T4 sur le marché locatif, d'accord ? Donc peut-être que tu vas trouver une information qui va dire ce marché locatif, il n'est pas terrible. Et moi, je vais te dire que sur cette ville-là, le marché locatif a vocation célibataire, jeunes actifs ou étudiants. Si tu reparles tout à l'heure si tu ajoutes place de Parcoursup en augmentation, des cohabitants importantes, et éventuellement l'étude des besoins de manœuvre. Là, je te rassure sur le fait que tu vas investir, trouver un locataire dans le temps, ton loyer va progresser et tu vas surperformer. Là, tu es dans des choses qui sont intéressantes. Et là, tu es dans la prospective. Bien sûr. Alors que là, on parle de photographie. Et photographie et prospective, c'est aussi un peu notre job, donc c'est hyper intéressant. En tout cas, merci François. Merci Pierre. On peut déjà dorénavant dire, nous en tout cas, qu'on a trouvé ces données hyper intéressantes. Ouais. Ça a mis une vraie claque un petit peu à ce qu'on pensait être les bons indicateurs pour un futur investisseur. Et je pense qu'on peut aussi dire à nos auditeurs que rapidement,
on va retrouver en complément du scoring Maslow, un scoring où vivre, où on va justement essayer de compiler, nous, les données qu'on semble intéressantes à donner, Ouais, en tout cas à nos investisseurs. Et en tout cas, on peut commencer à teaser Oui, là-dessus. Rapidement, sur Maslow, on retrouvera on va faire une sorte de évoluer le complément, score on va Maslow. faire Donc, évoluer soit notre scoring on va Maslow. garder le score Maslow sur les critères objectifs d'investissement, parce qu'on parlait de rentabilité, etc. Ce sont des choses qui sont importantes. Mais on va ajouter un critère. En La complément. forme, on l'a pas Ouais, encore. bien On sûr. l'a pas On n'a encore. pas encore Sur trouvé, c'est pour ça. le bien vivre, parce que pour nous, le bien vivre, c'est bien vivre, bien louer. Bien revendre. Finalement, c'est un peu ça. Et donc, effectivement, les connexions vont se faire, parce qu'à chaque fois qu'on pose une question à François, il trouve la réponse. Donc, Ce qui est plutôt donc forcément, nous, ça nous arrange. Merci en tout cas, François. Pour Merci ton à temps. vous. Merci beaucoup. Merci Pierre-Emmanuel. Merci, Jules.